Je vais céder la parole à M. Carl Plante de la MRC de l'Érable pour son mot de bienvenue. Alors, bonjour à tous. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous accueillir pour cette rencontre qui vise à vous présenter les engagements de conservation dans le cadre de la réalisation du plan régional des milieux humides et hydriques et naturels de la MRC de l'Érable. On comprend aujourd'hui, en ce samedi après-midi, c'est tentant de passer du temps à l'extérieur. Donc, doublement, on vous remercie d'être présent avec nous autres aujourd'hui. On espère que cette rencontre, bien que elle va rester avec certaines questions de votre part, on espère que ça va permettre d'enrichir les discussions et que ça va vous permettre de comprendre un petit peu plus la démarche. C'est une nouvelle rencontre publique qu'on fait après plusieurs. On espère qu'il va y en avoir d'autres. On a encore de nombreux mois devant nous pour continuer la réalisation du plan. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui et je vous encourage à écouter la présentation qui va nous être faite par le Conseil régional de l'environnement, notre mandataire. Et par la suite, on pourra échanger et répondre à vos questions volontiers. Alors, avant de redonner la parole au Conseil régional de l'environnement, soit à Andréane Blais, je crois qu'on va pouvoir visionner une petite capsule vidéo. Alors, sur ce, merci infiniment à nouveau d'être avec nous. Puis, à plus tard en ce qui nous concerne là, pour la période des questions. Je vous interpelle aujourd'hui dans le cadre des plans régionaux. Vous savez, pour réussir ce défi-là, c'est un défi collectif où que tout le monde doit contribuer car l'équipe trouver l'enjeu entre les besoins environnementaux, les besoins économiques et les besoins sociaux. Donc, les enjeux pour les municipalités, évidemment, c'est des enjeux de développement. Quand une municipalité a un projet de nouveau développement domiciliaire, par exemple, il va maintenant falloir qu'on tienne en compte les milieux naturels et hydriques. Donc, pour les municipalités, il y a quand même des bénéfices à conserver les milieux humides et naturels et hydriques, évidemment. Ça permet, par exemple, s'il y a des pluies fortes, bien, les milieux humides vont absorber ces pluies-là, puis il va y avoir moins de ruissellement dans les rues. Ces milieux-là, bien, on essaie de les conserver, de les mettre en valeur, puis de les rendre accessibles à la population. En ayant une attitude positive face aux services que ces milieux-là peuvent nous donner, bien, je pense que c'est facile de comprendre que ça sert pour tout le monde, puis ça va servir aussi pour les générations futures. Aujourd'hui, nous sommes dans le parc régional de la Forêt-de-Romanne. La MRC, en faisant l'acquisition des terres d'Hydro-Québec, a permis de pouvoir conserver ce massif forestier-là qui était déjà très utilisé puis qui avait déjà une notoriété au niveau des citoyens de la MRC et de la région. Donc, c'est dans un souci de développer des activités récréotouristiques, dans un souci aussi de protéger ce territoire-là pour les générations futures puis d'éviter un démantèlement de ce bloc de forestier-là. Je pense que la conservation passe aussi par l'interprétation, l'éducation, par faire vivre l'expérience des gens, puis de les prendre, puis de les amener dans le milieu qu'on considère naturel ou humide et ou de conservation. Je pense que c'est une nouvelle opportunité aussi à développer avec le parc régional, de pouvoir, dans le cadre de son développement, mettre en place des actions qui pourront aussi permettre à la MRC de montrer l'exemple. Les plans régionaux des milieux humides et hydriques n'est pas une contrainte, mais tout le contraire, est davantage une opportunité et une valeur ajoutée au développement du parc régional de la Forêt-de-Romanne. Afin d'assurer le succès des plans régionaux, plusieurs comités ont été mis en place, incluant des organismes régionaux. Une consultation des propriétaires privés est prévue pour le printemps 2021 et vous êtes tous les bienvenus. Pour plus d'informations, visitez patrimoinenaturel.ca. Merci. Donc, bienvenue à tous à ce dernier webinaire de la journée sur les plans régionaux des milieux humides et hydriques et naturels. Je me présente Andréane Blais, je suis directrice générale au Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec, mandataire pour les 4 MRC dans le cadre des PRMHH.
On vous rappelle, comme il a été mentionné au début de la présentation, que vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur le site patrimoinenaturel.ca. Et il est possible aussi de s'inscrire à une infolettre pour recevoir de façon mensuelle et même parfois de façon plus régulière l'ensemble des informations et communiqués de presse ou publications là, relativement aux plans régionaux des milieux humides, hydriques et naturels. Donc aujourd'hui, on va vous présenter les engagements de conservation de la MRC de l'érable. Pour y arriver, on va faire un bref retour sur les PRMHH, un bref retour sur le portrait et le diagnostic, ainsi que la présentation des engagements de conservation de la MRC. On tient à mentionner que les 2 premiers points ont été déjà présentés dans le cadre de webinaires qui sont toujours disponibles sur le site Internet de patrimoinenaturel.ca, autant le webinaire que la présentation PowerPoint que le document complet explicatif du portrait et du diagnostic. Commençons tout d'abord par un retour sur les plans régionaux des milieux humides et hydriques. Donc, les plans régionaux des milieux humides et hydriques est une obligation en vertu de la loi sur l'eau, soit les articles 15 à 15.7, qui oblige les MRC de la région et de la province d'identifier les milieux humides et hydriques d'intérêt particulier pour la conservation, tout en précisant par quels moyens cette conservation va être assurée. Les MRC doivent aussi identifier les milieux où des mesures d'encadrement des activités doivent être précisées pour en faire une utilisation durable. Finalement, les MRC doivent identifier des sites de restauration et des territoires pour de futures créations. Dans la loi, il était possible pour les MRC de se joindre entre elles pour former une démarche collective. C'est ce que 4 MRC de la région ont fait et ont mandaté le Conseil régional de l'environnement de réaliser la démarche. Dans l'ensemble du processus, les 4 MRC demeurent décisionnels, tels que leurs pouvoirs et compétences l'exigent, et chacune des MRC apporte sa couleur locale dans les PRMHH. Donc, tous les documents, tous les portraits, diagnostics, engagements sont faits à 4 reprises pour vraiment être à l'image de chacune des MRC. On tient à préciser que les MRC ont décidé d'élargir la démarche en incluant aussi les milieux boisés et les friches pour différentes raisons, notamment parce qu'il y a plusieurs boisés qui se retrouvent à être des milieux humides et aussi plusieurs boisés, plusieurs friches se retrouvent dans les rives de plusieurs cours d'eau qui apportent aussi certaines fonctions écologiques à ces cours d'eau. Donc, l'ensemble du territoire au niveau des milieux naturels ont été considérés dans l'ensemble de la démarche. Donc, un bref retour sur la démarche globale des plans régionaux des milieux humides et hydriques. Différents webinaires ont eu lieu. Le 15 février dernier, on est venu vous présenter le portrait. Donc, on est venu répondre à cette grande question, où en sommes-nous aujourd'hui en matière de conservation? Donc, un portrait a été réalisé et le 15 avril dernier, le diagnostic et les enjeux ont été présentés au grand public. Après chaque grande étape, 1 mois de consultation s'ouvrait pour permettre aux gens de nous partager leurs commentaires sous différentes formes, soit un sondage interactif en ligne, soit par l'entremise de textes, de rencontres en personne en virtuel, considérant la situation, ou sous d'autres moyens. Là, on a reçu plusieurs commentaires et on est en ce moment en train de colliger et d'intégrer l'ensemble des commentaires qui sont retenus par les MRC. Donc, par la suite, on est rendu à l'étape où on se pose la question, où voulons-nous aller en matière de conservation? Donc, c'est ce qu'on nomme les engagements de conservation, ce qu'on vous présente aujourd'hui. C'est composé d'une vision, d'orientation et d'objectifs principaux. Par la suite, on va commencer à travailler sur ce qu'on appelle la stratégie de conservation qui vient répondre à la grande question, comment on va s'y prendre pour atteindre cette grande vision? Donc, c'est aussi, en termes vulgarisés, un plan d'action. Ce plan d'action va être présenté et consultation va s'en suivre là, le 22 et 23 juin prochain. Je mentionne déjà de prime abord que les MRC ont seulement commencé à effleurer la question des plans d'action. Donc, aucune action est présentement définie. Donc, c'est difficile actuellement d'évaluer l'impact que va avoir le plan régional des milieux humides et hydriques, étant donné que les actions qui soutiennent la vision ne sont pas encore connues.
Donc, aujourd'hui, on vous présente les engagements de conservation et on va aborder légèrement vers la fin les stratégies de conservation. Donc, voilà le bref retour sur les plans régionaux des milieux humides, hydriques et naturels des 4 MRC. Maintenant, un bref retour sur le portrait diagnostique spécifique de la MRC de l'érable. C'est surtout pour se remettre dans le bain, se remettre dans les éléments essentiels qui viennent, c'est la base, c'est le sous-sol, la fondation d'une maison qui vient finalement établir les engagements de conservation. Donc, au niveau des milieux humides, on retrouve autant les grandes tourbières ouvertes, comme on voit ici, que les tourbières boisées, comme on voit à l'arrière-plan de la première photo. Les marécages qui sont davantage caractérisés par un milieu boisé, mais avec un sol plutôt minéral qu'organique. On a les marais et les étangs. Donc, on voit la répartition ici des milieux humides sur le territoire de la MRC de l'érable. On constate clairement la distinction entre les Appalaches et les basses-terres du Saint-Laurent qui viennent apporter une typologie et une localisation des milieux humides là, qui est quand même très différente des deux régions géographiques et géologiques. Donc, on peut constater ici une belle photo d'une des tourbières qui se retrouve dans la MRC. Dans la MRC, vous avez 58 des milieux humides qui sont des tourbières boisées et 25 des marécages. Donc, une grande proportion de milieux humides qui se retrouvent avec des milieux forestiers. On retrouve ici la répartition des milieux humides par municipalité. Les lignes que vous voyez, on vous les avait présentées dans le cadre du portrait, c'est les seuils où on espère avoir une superficie de milieux humides. Donc, certaines municipalités se retrouvent sous le seuil critique. Toutefois, ces municipalités se retrouvent notamment dans les Appalaches. Les Appalaches, comme je viens de vous présenter, ont quand même un seuil de milieu humide plus faible. Donc, les seuils qu'on peut voir à l'écran, c'est des seuils qui s'appliquent davantage aux basses-terres du Saint-Laurent. Donc, pour ces municipalités, la quantité est quand même acceptable. Les principales perturbations que l'on retrouve dans les milieux humides, c'est notamment le réseau de transport qui affecte plus de 800 hectares de milieux humides, les chemins, les ornières et le drainage forestier qui sont gérés sans précaution, les sablières qui viennent empiéter sur plus de 100 hectares de milieux humides et le développement de l'urbanisation et le développement agricole, notamment au niveau des canneberges. Dans le schéma d'aménagement actuellement, il n'y a aucune disposition ou réglementation relativement à la conservation des milieux humides. Toutefois, on prévoit quand même certaines zones qui pourraient contenir des milieux humides, certaines orientations ou objectifs là, visant la conservation de certains éléments de milieux humides. Au niveau maintenant des milieux hydriques, la MRC est parcourue d'un réseau linéaire quand même important de cours d'eau et couverte par le bassin versant de la rivière Nicolet, majoritairement la rivière Bécancour, le bassin versant de la rivière du Chêne et la petite rivière du Chêne. Les principales problématiques qu'on observe, c'est notamment des embâcles dans différentes rivières et ruisseaux. Et au niveau du suivi de la qualité des eaux, ce que vous voyez ici, c'est les stations d'échantillonnage du ministère de l'Environnement. L'organisme Gros-Bec, l'organisme du bassin versant de la rivière Bécancour, a aussi d'autres stations d'échantillonnage sur le territoire. Vous allez retrouver l'ensemble de ces informations-là dans le portrait. Ici, on avait présenté aussi le 15 février la carte là, du potentiel de rectification, donc un potentiel de rectification des cours d'eau sur le territoire. Et aussi, les petits points en rose, c'est des lieux d'intervention où la MRC a besoin d'intervenir de façon plus récurrente pour différentes problématiques, là, soit d'ensablement dans les cours d'eau. Les différentes perturbations qu'on retrouve dans le milieu hydrique, c'est notamment les traverses à gué, ornières et drainage en milieu forestier, le drainage, le ruissellement de surface ainsi que la pollution diffuse en milieu agricole et l'imperméabilisation en milieu urbain qui emmène aussi une forte quantité d'eau et une certaine forme de pollution diffuse en milieu urbain. Donc, l'ensemble de ces problématiques au niveau hydrique amène à noter certains bassins versants qui sont plus problématiques sur le territoire. Ici, vous voyez sous différentes teintes de mauve là, ces différents bassins versants. Dans le cadre du portrait, on vous avait présenté, entre autres, là, les différentes problématiques auxquelles ces bassins versants étaient sujets.
étaient sujets. Donc, on ne reviendra pas sur le détail, mais vous avez quand même dans le portrait qu'on vous avait présenté l'ensemble des informations. Au niveau forestier, donc ici, vous avez la répartition de la superficie forestière sur le territoire. Et au niveau des municipalités, encore là, comme on avait discuté, les seuils de la majeure partie des municipalités se retrouvent au-delà même du seuil optimal de 50 % et la ville de Plessisville là, qui se retrouve sous le seuil de 30 %. Les principales perturbations, on note les changements d'usage, notamment en raison du changement d'usage agricole, faiblement au niveau du changement urbain. Il y a aussi les changements climatiques, les ravageurs et les maladies qui viennent aussi affecter les peuplements forestiers de la MRC. La MRC possède un règlement, soit le numéro 319 relatif à l'abattage d'arbres, et certaines dispositions y sont intégrées. On ne rentrera pas aujourd'hui dans le détail. Donc, il y a aussi plusieurs espèces exotiques envahissantes sur le territoire. On peut voir notamment la berce du Caucase, la renouée japonaise, la berce du Caucase, aussi le myriophile haipi, différentes espèces là, qui se retrouvent et qui viennent perturber l'intégrité des milieux naturels. Au niveau des friches, le territoire possède 2,8 % en friches au niveau du territoire. L'ensemble des milieux naturels sont aussi reliés. Ici, on peut voir la MRC de l'érable dans le secteur du nord-est et du centre du Québec. Donc, en rouge, c'est les corridors naturels aquatiques et en brun, c'est les corridors terrestres qui ont été évalués là, pour le déplacement de la faune. Donc, le portrait nous a mis en évidence certains enjeux. L'enjeu 1, soit un enjeu relatif au changement climatique. On ne passera pas l'ensemble des détails contenus, on vous l'avait présenté lors de la période du diagnostic, mais notons quand même que la MRC de l'érable a mis en place la réalisation d'un plan d'adaptation au changement climatique sur l'ensemble de son territoire et que déjà, on est en mesure de ressentir certains aléas des changements climatiques qui notamment vont affecter l'industrie de la sériculture sur le territoire. Au niveau du deuxième enjeu, soit celui de la quantité et la qualité de l'eau, on note notamment l'application non uniforme de la politique de protection des rives et du littoral sur une bonne partie de la MRC, là, notamment en milieu agricole. Le troisième enjeu, maintien de la biodiversité, de l'intégrité de la connectivité écologique. Donc, on remarque que la MRC a quand même une très bonne superficie de milieux naturels, qui a une grande expertise régionale au niveau de la conservation, puis que de plus en plus, les municipalités sont appelées à agir par différents pouvoirs et compétences donnés au niveau gouvernemental. Donc, le champ de la conservation des milieux naturels là, est de plus en plus évident là, au niveau du message gouvernemental. Par la suite, trois autres enjeux. L'utilisation durable des forêts. On a remarqué quand même la proportion quand même considérable de forêts et l'activité économique importante des forêts aussi au niveau du portrait. Donc, ce qu'on peut noter au niveau du diagnostic, c'est l'expertise encore régionale au niveau de la gestion des forêts, le règlement sur le déboisement qui existe. Mais il y a quand même encore la présence de drainage des milieux forestiers humides sans demande d'autorisation ministérielle sur le territoire. Au niveau de l'enjeu 5, la gouvernance et actions innovantes en conservation des milieux naturels. Donc, on remarque que la MRC a quand même une volonté d'emmener certaines actions innovantes en matière de conservation afin d'allier le développement et la conservation là, au niveau du territoire. Mais on note quand même une volonté dite inégale d'engagement des élus en matière de conservation des milieux naturels sur le territoire. L'enjeu 6, éducation face à la connaissance des milieux naturels. Il y a beaucoup d'outils qui existent, mais on remarque que ces outils sont peu consultés et qu'il y a quand même une méconnaissance des lois et règlements là, par plusieurs propriétaires et acteurs du territoire. Donc, c'est des éléments qui avaient déjà été mentionnés dans le cadre du portrait et du diagnostic. On tenait quand même à les rappeler, étant donné que c'est l'assise qui vient fixer la vision, les orientations et les objectifs de conservation.
Donc, on rentre maintenant dans la partie importante de la présentation. Donc, on va amorcer pour commencer la vision. Tout d'abord, on tient à mentionner un autre article dans la loi sur l'eau qui vient quand même mettre un cadre au niveau des engagements de conservation. Donc, la loi sur l'eau précise que pour être approuvé par le ministre, un plan régional doit respecter les 3 principes suivants. Que le plan assure une gestion cohérente de tout bassin versant, que le plan mette en place les mesures prévues afin d'atteindre l'objectif d'aucune perte nette de milieux humides et hydriques et que le plan tienne en compte les enjeux liés au changement climatique. Donc, en ce sens, la MRC est venue placer quelques considérants afin de bien placer la vision. Donc, je me permets ici de vous les lister. Donc, le premier considérant touche l'impact des changements climatiques, donc considérant les changements climatiques qui est une réalité dans la MRC. Le deuxième considérant que la MRC possède de nombreux milieux humides et hydriques qui sont à la fois nombreux et diversifiés. Considérant que les milieux humides se démarquent par leur importance, on l'a vu sur la carte, et quand même les tourbières ouvertes qui sont encore plusieurs tourbières ouvertes très intègres sur le territoire de la MRC de l'érable. Considérant que les milieux humides et hydriques du territoire de la MRC de l'érable font toutefois face à des menaces, on en a vu quelques-unes, notamment des menaces d'origine humaine, exotiques, envahissantes ou climatiques. Considérant que la conservation des milieux naturels est un concept flexible, donc la conservation qui intègre autant des mesures de protection, d'utilisation durable que de restauration. Puis cela offre de multiples opportunités à la MRC dans le cadre de son plan d'action. De plus, considérant que le territoire naturel de la MRC est propice à y pratiquer un véritable développement durable centré sur ses richesses naturelles, entre autres, il y a place ici à ce que les MRC et la municipalité innovent en matière d'aménagement du territoire. Considérant que les enjeux prioritaires identifiés au diagnostic, donc ici la MRC ramène les enjeux qui ont été identifiés, considérant la nécessité de maintenir en quantité suffisante l'ensemble de ces milieux-là, et ici on ramène la notion de bassin versant qui est essentielle dans la loi. Considérant qu'un esprit de concertation et de conciliation existe entre les acteurs présents sur le territoire. Et finalement, considérant que les milieux naturels et leur conservation sont déjà au cœur des actions et activités de ces acteurs. Donc, l'ensemble de ces considérants nous apporte à la vision fixée par la MRC, soit en 2032, la conservation des milieux naturels en parallèle aux actions pour faire face au changement climatique sont au cœur du développement territorial de la région de l'érable. L'audace et la connaissance en aménagement du territoire permettent de développer l'agriculture, la foresterie et les milieux urbanisés de manière durable et consciencieuse, ce qui fait rayonner la MRC et ses municipalités. Cette cohérence en aménagement permet d'assurer la pérennité des fonctions et services écologiques, économiques et sociaux des milieux naturels. Donc, dans la vision, on remarque, ceux qui ont pu assister à l'ensemble des présentations aujourd'hui, on remarque que les visions sont vraiment quand même, ils rayonnent de l'aspect local. Ici, on voit au niveau de la conservation qu'on va mettre au cœur du développement territorial et au niveau, là, on mentionne, comme ça n'avait pas été mentionné dans les autres MRC, notamment l'agriculture, la foresterie, les milieux urbanisés, où qu'on vient statuer que dans les différents secteurs de développement économique, la conservation pourrait s'intégrer. Et ce, au final, afin de conserver les fonctions et services écologiques du milieu. Donc, la vision va se concrétiser nécessairement par un plan d'action et ce dernier commence par des orientations. Donc, les orientations, protéger et mettre en valeur les milieux naturels, protéger les milieux humides et hydriques d'intérêt, promouvoir et encadrer l'utilisation durable des ressources naturelles, promouvoir, puis là, ça, je le ramène, promouvoir parce que dans le cas de la MRC de l'érable, l'utilisation durable se fait déjà depuis plusieurs années. Dans le cadre de leur rencontre, ils l'ont mentionné à plusieurs reprises, donc de faire la promotion de cette utilisation durable qui se fait depuis de nombreuses années et l'importance que ça a emmené dans le maintien du couvert forestier, justement, sur ce territoire.
restaurer les milieux naturels dégradés et en créer de nouveaux, assurer la conservation des milieux naturels en prenant en compte le contexte spatial des milieux hydriques et de leurs bassins versants. Agir pour, là je viens dans un autre bloc d'orientation, agir pour s'adapter et lutter contre les changements climatiques, assurer une gouvernance cohérente de la conservation des milieux naturels dans l'aménagement du territoire. Donc, l'ensemble de ces orientations-là, ici, on en a 4, 5, 6, 7. L'ensemble de ces orientations permettent de vraiment bien venir concrétiser la vision qui a été établie. Et on retrouve ce que le ministre avait mis dans la loi, l'ensemble des moyens qui permettent d'assurer la conservation, là, qui intègre la protection, l'utilisation durable et la restauration, tout en l'encadrant par une gouvernance cohérente. Donc, on arrive maintenant aux objectifs de conservation. Donc, tout d'abord, je me permets de spécifier que les objectifs de conservation ne sont pas une obligation dans le cadre de la loi actuelle, la loi sur l'eau. Toutefois, la MRC a tenu à préciser des objectifs de conservation comme les 4 autres MRC ont fait pour différentes raisons. L'une des premières raisons, c'est que les objectifs de conservation permettent vraiment d'encadrer le plan d'action pour en suivre l'évolution, d'avoir un quantitatif à atteindre et à évaluer. Donc, un objectif, ça demeure un objectif. C'est quelque chose qu'il faut atteindre dans les 10 prochaines années, d'ici 2032, tel que la vision le fixe. Donc, ce n'est pas quelque chose qui rentre en fonction dès que le PRMHH est adopté et que tout le territoire est gelé là, par rapport à ces objectifs-là. Les objectifs, c'est vraiment la cible à atteindre par la concrétisation du plan d'action. Donc, c'est important de comprendre que ces objectifs-là vont se concrétiser par le plan d'action. Donc, ce n'est pas un concept nouveau, les objectifs de conservation. C'est déjà admis dans plusieurs sphères de gouvernance. On pense à des municipalités, des MRC au Québec qui ont déjà adopté des objectifs de conservation. Le Québec a lui-même des objectifs de conservation. Les objectifs au niveau de la conservation des milieux naturels viennent notamment des objectifs d'Aichi qui ont été adoptés par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, par l'entremise de la Convention sur la diversité biologique. Donc, de nombreux pays au niveau mondial ont signé les objectifs d'Aichi, dont le Canada et le Québec. Donc, le gouvernement du Québec, par les objectifs d'Aichi, s'est fixé un engagement de conservation de 17 qu'il est venu atteindre cette année. Donc, récemment, le gouvernement a annoncé l'atteinte de 17 d'aires protégées. Et présentement, les discussions visent l'adoption d'une nouvelle cible à 30 d'aires protégées sur le territoire québécois. Donc, pourquoi on fixe des objectifs de conservation, notamment pour assurer le maintien des services écologiques? Donc, on pourrait poursuivre le développement sans savoir où s'arrêter ou sans se mettre de balises et on pourrait dépasser là, la perte de ces services qui sont précieux pour la qualité de vie de la collectivité. On compare souvent ça avec le jeu de Jenga, là, la tour de bois. On enlève des blocs et à un moment donné, la tour commence à vaciller et tomber. Donc, les objectifs de conservation fixent les points où on ne veut pas que la tour tombe, au même titre qu'on ne veut pas perdre nos services écologiques qui maintiennent la qualité de vie des humains et des espèces sur la Terre. Donc, la science est venue proposer des cibles, des objectifs de conservation sur lesquels la MRC peut s'inspirer. Tout milieu naturel confondu, on parle de cibles de 40 à 65 du territoire. Actuellement, la MRC est à 67 de son territoire en milieu naturel. Au niveau des milieux humides, on parle d'un seuil entre 6 et 12 dans les basses terres et de 40 des milieux humides historiques dans les autres secteurs et même dans les basses terres du Saint-Laurent. Actuellement, on est à 19 du territoire en milieu humide. Au niveau des cours d'eau, on parle notamment de maintenir une protection de 75 des bandes riveraines de 15 mètres de largeur et la protection des espaces de liberté. Le portrait actuel n'est pas terminé, va se terminer d'ici juin pour la MRC de l'érable. Au niveau des forêts, on parle d'une cible entre 30 et 50 du territoire, comprenant des corridors naturels qui relient les grands massifs forestiers
Actuellement, la MRC est à 60 de son territoire. Ça inclut les milieux humides forestiers. Voilà. Et au niveau des friches, on est à 6,5 du territoire selon la science. Et actuellement, la MRC en a 3 de son territoire. Et aussi, au niveau de la MRC s'est aussi inspirée là, des sources, des objectifs de conservation promus par la science, notamment dans son règlement de déboisement, où qu'on nomme notamment qu'aucun changement de vocation peut être réalisé là, dans quand l'unité d'évaluation foncière descend en bas là, de 30 de sa superficie totale. Donc, pourquoi utiliser des objectifs de conservation? La MRC a tenu à les utiliser pour soutenir l'identification des milieux naturels d'intérêt d'un processus scientifique, d'orienter la stratégie de conservation et de quantifier l'évolution du plan régional des milieux humides hydriques d'ici les 10 prochaines années. On tient aussi à préciser que la loi sur l'eau n'oblige pas une MRC à intégrer les terres du domaine de l'État dans le cadre de son analyse. Dans le fond, elle ne l'oblige pas et il faut les exclure. Donc, la loi sur l'eau précise que les MRC doivent élaborer et mettre en œuvre un PRMHH à l'échelle de leur territoire. Donc, une MRC, son territoire, ses pouvoirs et ses compétences s'appliquent aux terres privées. Donc, le PRMHH exclut les terres du domaine de l'État. Toutefois, ça serait contre-productif que de les exclure, étant donné que les objectifs de conservation visent l'ensemble des milieux naturels d'un territoire au niveau des fonctions écologiques apportées dans notamment les bassins versants. Donc, afin de suivre cette réflexion-là, la MRC a décidé d'inclure les terres du domaine de l'État dans le portrait, le diagnostic, ainsi que dans les engagements de conservation. Toutefois, pour respecter l'essence de la loi, il n'y aura pas d'action, étant donné que la MRC n'a pas de pouvoir et compétences sur les terres du domaine de l'État. Il n'y aura pas d'action dans le plan d'action pour ces terres-là. Toutefois, elles sont incluses dans les objectifs de conservation. Donc, maintenant, on est rendu aux objectifs principaux. C'est presque la fin de la présentation avant la période de questions. Je vous présente les objectifs, puis par la suite, je vais donner la parole à Carl Plante pour qu'il vous explique un peu plus là, la vision de la MRC par rapport à leurs objectifs principaux. Donc, la MRC vise là, des objectifs principaux du maintien de son 67 du territoire, comme on a présenté tantôt, ce qui se déclinerait en 17 de protection, 45 en utilisation durable. Je tiens à mentionner que pour la MRC de l'érable, l'utilisation durable est équivalente ou approximativement aux normes actuelles. Donc, c'est de dire qu'il n'y aurait pas nécessairement là, de changement au niveau soit réglementaire là, sur ce 45 du territoire. Et ça correspondrait à un 5 du territoire. Ceci se conclut au niveau des milieux naturels, soit par 100 de l'ensemble des milieux naturels. Le 17 ça correspond à 25 de l'ensemble des milieux naturels. Le 45 correspond à 68 de l'ensemble des milieux naturels. Et le 5 à 7 de l'ensemble des milieux naturels. Donc, je laisse la parole à Carl pour apporter quelques précisions. Oui, alors voilà, si je peux apporter certaines précisions par rapport à ces objectifs-là. Merci, Andréane. Donc, les objectifs de protection du territoire, 17 dans le fond, ce que la MRC a proposé, c'est de se calquer sur les objectifs qui sont atteints par le gouvernement du Québec, qui ont été atteints en décembre 2020, là, les objectifs de 2010. On pense avec l'ensemble des milieux naturels qu'on a dans le territoire, incluant les terres publiques. Comme Andréane l'a mentionné, on souhaite intégrer les milieux humides des terres publiques dans nos calculs, ce qui nous permet de présenter au gouvernement du Québec le fait qu'on protège déjà via nos terres publiques un fort pourcentage de milieux humides notamment. Donc, 17 ça comprend la protection, on comprend là-dedans il y a beaucoup de choses hein, qui rentrent là-dedans. Il peut y avoir des grands milieux aquatiques comme les lacs de la MRC
Lac-William, Lac-Joseph, ça fait plusieurs hectares là-dedans. On a, comme on parlait, les terres publiques. On a également des engagements qui ont été pris par des propriétaires privés déjà. Ceux qui connaissent la tourbière de Villeroy savent peut-être également qu'il y a des propriétaires privés autour de la tourbière, qui est de tenue publique. Donc, des propriétaires privés qui ont créé des réserves naturelles privées chez eux. Donc, c'est des réserves privées qui visent à protéger leur lot. Donc, ça, c'est des espaces qu'on va chercher. On va chercher des espaces, par exemple, concernant l'habitat de la tortue des bois, où on peut envisager elle a un statut au niveau fédéral, etc., etc. Donc, l'idée, c'est que dans la MRC, on se rend compte finalement qu'on protège déjà sans qu'il y ait nécessairement de statut, à part les réserves naturelles privées. On protège déjà un fort pourcentage sans qu'on l'ait d'identifier sur des cartes. Alors, donc, on est en train de travailler là-dessus et on croit que c'est un objectif qui est atteignable. On mentionne, dans le fond, que c'est à atteindre en 2032, ce pourcentage-là. Concernant l'utilisation durable maintenant, on pense que les propriétaires, tout particulièrement les propriétaires forestiers, mais également les acériculteurs, tout propriétaires, les agriculteurs qui ont des portions de milieux naturels sur leur terre, on pense qu'ils pratiquent déjà l'utilisation durable en bonne partie sur le territoire. Alors pour nous, la logique qu'on essaie d'appliquer dans cette dynamique-là d'objectifs, c'est que elle poursuit les mêmes objectifs que la MRC s'était donné il y a environ 15 ans, alors qu'elle avait adopté son règlement sur l'abattage d'arbres. Alors, le règlement sur l'abattage d'arbres, à l'époque, mentionnait que pour, par exemple, la mise en culture du sol pour des nouvelles parcelles agricoles, que ce soit pour de la canneberge ou autre, on s'était dit à l'époque qu'on souhaitait protéger 30 de l'unité d'évaluation en milieu naturel. Le calcul qui avait été fait à l'époque, c'était que si chaque propriétaire de toute la MRC mettait en culture son lot et que on conservait 30 de chaque unité d'évaluation en milieu forestier ou en milieu naturel, bien, on arriverait à des seuils. Fait que ce qu'on voulait à l'époque, c'était donner le droit à tous les propriétaires de la MRC, sans discrimination, le droit de pouvoir bûcher et d'opérer, c'est de faire ses opérations de production agricole ou forestière chez lui de manière équitable. Donc, on avait décliné à l'époque l'idée de seuil par municipalité, c'est-à-dire, supposons, dans une municipalité de la MRC, je donne l'exemple, par exemple, à Notre-Dame-de-Lourdes, à partir du moment où on atteint 40 de milieu naturel, plus personne n'a le droit de bûcher. À ce moment-là, on se ramasserait dans un principe d'inéquité où est-ce que les premiers arrivés seraient les premiers servis. Donc, on pense que pour la MRC de l'érable, si on applique un principe du fait que les propriétaires font déjà de l'utilisation durable majoritairement ou en très, très, très grande majorité, on le pense parce qu'on a un territoire naturel entre 65 et 70 %. Alors, on pense que cet objectif-là est un objectif équitable et c'est un objectif qui est réaliste et pertinent. Pertinent dans le sens que il est équitable envers tous les propriétaires et on n'imposera pas de discrimination envers l'un par rapport à l'autre. On pense que l'utilisation durable est déjà appliquée sur le territoire. Alors, quant à la restauration, ben, c'est la restauration de milieux humides et hydriques, comme le principe du PRMHH nous demande de le faire. On a plusieurs espaces qui sont déjà supposés qu'on pourrait utiliser, par exemple, des milieux humides publics. Ben, publics, on ne peut pas, mais disons des milieux humides privés qui auraient été drainés, ben, on peut restaurer ou certains autres milieux qui peuvent être perturbés. On pense que c'est, suite aux rencontres municipales l'année dernière, c'est atteignable. Maintenant, dernière chose que je voulais apporter, donc,
Ben, je pense que, en fait, je pense que l'objectif là, de traduire ces chiffres-là est atteint. Peut-être qu'on pourra échanger ensuite à la fin de la présentation, à la période de questions. Merci beaucoup, Carl. Donc, on arrive justement bientôt à la période de questions. Bref rappel sur les étapes qu'on vient de parcourir. On arrive maintenant à la stratégie de conservation. Comme Carl l'a mentionné, les cibles, les objectifs de conservation vont se concrétiser par l'établissement des objectifs. Pour la MRC de l'érable, c'est le 23 juin à 13 h jusqu'à 16 h que va se dérouler la séance de consultation par rapport aux objectifs de conservation, aux stratégies de conservation. Donc, tous les documents qu'on a présentés aujourd'hui sont disponibles et aussi le webinaire sera disponible d'ici lundi, début de la semaine, sur Internet pour le réécouter. Vous avez un mois pour partager via soit le sondage ou via vos associations là, des commentaires sur l'ensemble de la présentation comme on fait depuis le début. Donc, ceci met fin à ma partie. Je vais laisser Marie-Claude Lavigne diriger la période de questions et Carl Plante et Yannick Fauché pour répondre aux questions.